soir, on va créer ensemble des extensions WordPress. On va apprendre à créer des extensions. Bonsoir. Petit sondage, il y a beaucoup de développeurs ici. Quelques développeurs. Des intégrateurs. Ok. Et les gens qui n'ont pas levé la main, c'est non. Ok, donc vous avez tous déjà plus ou moins un petit peu touché à WordPress. Ok. C'est cool, comme ça vous connaissez un petit peu les prérequis. Mince, on voit pas très bien. Donc ça, j'ai noté les principales fonctions qu'il va falloir un peu connaître pour développer des plugins WordPress. J'en ai vu que 120. Donc anti-spam-bot, c'est pour... Enfin bref, ouais, le mieux c'est quand même d'attaquer directement la pratique. Donc on va passer au plugin, à faire des petits ateliers ensemble pour apprendre à développer des plugins. Donc voilà. Non, c'est rapide. Ouais, c'était chaud à installer. Bon, on va voir. Voilà, on va au bar maintenant. Non, en fait, il y a des prérequis quand même. Je pense que vous les avez tous. C'est des petites connaissances PHP de base. Donc, les éléments de structure, savoir faire des if, else, des switch, des for, des for each. Vous savez tous faire ça à peu près en PHP? C'est une découverte, mais vous connaissez. Ok. Savoir à quoi ressemble une variable. Vous savez, c'est des trucs qui sont préfixés par $. Et comment on définit une variable. Ça, c'est pareil. C'est un petit prérequis quand même pour savoir lire le code et en écrire. Et bien sûr, ce que sont les globales, donc les variables globales, get, post, ce genre de choses-là. Ensuite, il faut savoir lire une fonction parce qu'on va lire du code. Et puis, il faut savoir en écrire. C'est les seuls prérequis dont on a besoin pour apprendre à développer ses propres plugins WordPress. Et quand même, il y a un autre point, c'est savoir comment fonctionne WordPress dans les grandes lignes. Vous avez tous déjà utilisé WordPress? Ouais. Soyez pas timide. Ouais. Ok. Donc il faut juste se rappeler que WordPress, par défaut, c'est quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'il n'y a vraiment rien en fait. Quand on va dans l'administration, il n'y a rien du tout. Il y a juste voilà, des sections de base. Je remonte ça parce que souvent on part sur un projet, on installe un thème premium ou alors plein de plugins d'un coup et on s'aperçoit qu'un WordPress c'est pas grand chose au départ. C'est un framework pour permettre de le faire évoluer facilement, mais de base ça permet juste de faire un blog en fait. Il y a des catégories, des posts, des pages et c'est tout. Et ce qui permet de surcharger un peu le comportement de WordPress, c'est... Hop, je crois que c'est un truc de base. C'est de réécrire les fichiers du cœur, par exemple. Donc ça, c'est le truc à ne pas faire. D'installer un thème ou d'installer des extensions. Alors la différence entre les thèmes et les plugins, c'est que le thème, c'est tout ce qui va gérer l'apparence, donc le design, les couleurs, les polices, et le plugin va gérer tout ce qui est fonctionnalité. Et c'est un rappel qu'il faut faire, je pense, maintenant, parce qu'en fait, on a souvent tendance à mélanger un petit peu les deux. C'est-à-dire d'avoir des plugins qui vont s'occuper un petit peu de design, c'est-à-dire, je sais pas, prenez The Event Calendar et il importe des styles par défaut dedans, et c'est peut-être pas en accord avec le thème. Et vous avez des thèmes qui s'amusent à créer des custom post types, à créer des fonctionnalités, alors que c'est pas leur rôle. Et ce qui se passe, c'est quand des gens font des thèmes comme ça, les soumettent sur le repository, et ben ils sont exclus. Enfin, on dit non, pas de fonctionnalité dans le thème. C'est comme ça sur le repository wordpress.org. Si vous mettez du design dans le plugin, on ne va pas vous le reprocher, mais vous saurez quelque part que c'est mal. Donc voilà. N'hésitez pas à m'arrêter s'il y a des trucs pas clairs. Donc pour construire notre plugin, on va faire ça en 4 étapes. D'abord voir comment fonctionne un plugin. Après, on va voir comment on déclare un nouveau plugin. Les bonnes pratiques, c'est-à-dire qu'il y a toujours des petits tips comme ça pour s'en sortir un petit peu mieux. Et puis, au final, comment faire pour, une fois qu'on a fait un beau plugin, le publier sur le repository de wordpress.org. Il y en a qui ont déjà fait des plugins sur le repository? Yes. Bon, les plugins qu'on va faire ce soir, après, vous pourrez les mettre sur le repository si vous avez envie. Alors, comment fonctionne un plugin? Déjà, pour savoir ce que fait un plugin, il va surcharger le comportement de WordPress. Pour ça, on a besoin de savoir un petit peu comment se charge WordPress. Parce que le plugin, il va intervenir il peut intervenir à plein de moments du chargement de WordPress.
Donc ça c'est un schéma bref du fonctionnement par défaut du chargement de WordPress, mais c'est pas très sexy. C'est un article de Rarst, vous pouvez le voir, j'ai mis le lien dans le diaporama, je vais passer à la fin. Donc j'ai fait un schéma un peu plus simplifié. Qu'est-ce qui se passe quand on exécute WordPress? Quand on exécute une WordPress, on appelle en fait un fichier Bootstrap. Donc c'est un fichier à la racine, index.php ou wpload, ou alors si on fait une requête sur l'administration, ça va être le index.php de l'administration ou admin post, admin ajax. Ce sont des fichiers Bootstrap. Commande post, on est un aussi. Donc une fois qu'on a fait un appel à ce fichier, WordPress il va savoir où aller chercher les constantes, c'est-à-dire dans le wp-config, il va importer toutes les variables qui vont dire où se trouve la base de données, est-ce qu'on est sur un multisite, est-ce qu'on est sur tel ou tel genre de site. Une fois qu'il a ça, il va enfin pouvoir charger les plugins, c'est les plugins qui sont installés automatiquement, enfin qui sont exécutés automatiquement, puis ensuite les plugins, les thèmes, et puis et tous les codes qu'on va pouvoir développer ce soir, ils vont être instanciés à partir de ce moment-là. Sachant que quand on instancie un plugin ici, il peut très bien intervenir sur d'autres plugins, sur d'autres thèmes, peu importe, mais on ne peut pas intervenir plus haut. Une fois qu'il a chargé toutes ses dépendances, il voit s'il y a un utilisateur qui est logué. Si c'est le cas, il indique à WordPress qu'il y a un utilisateur en cours. Ensuite, il parse la requête, donc qu'on soit en front ou en back, c'est-à-dire il regarde ce qu'il y a dans l'URL, ce qu'il y a dans les données post, et il voit qu'est-ce qu'il doit charger comme objet à partir de la base de données. Et ensuite, il va exécuter les templates. Là, les templates du thème, ou les templates de l'administration, et puis après, il s'arrête sur un die. Ça, c'est le fonctionnement par défaut. Et ces fonctionnements par défaut, nos plugins vont pouvoir le surcharger avec ce qu'on appelle des hooks. Les hooks, vous connaissez ? Ouais, tout le monde connaît. C'est le gros mécanisme de WordPress qui est très très utile, et c'est quasiment que là-dessus que se reposent les plugins en fait, et les thèmes d'ailleurs. Les hooks, c'est-à-dire qu'à plein d'endroits du code de WordPress, il y a des petites fonctions comme ça qui sont déclarées. Donc, par exemple, quand on exécute la fonction recontent, il va chercher le contenu, et juste avant de le renvoyer, il fait une petite fonction qui s'appelle apply filters. Ça s'appelle un hook. C'est-à-dire qu'ici, sur TheContent, on a moyen de modifier la valeur du contenu avant que ce soit renvoyé dans le template. Ça, c'est un filtre, un hook de filtre. Et ici, on a un hook d'action. Par exemple, quand on supprime un commentaire, il va, juste avant de le supprimer, envoyer une information comme quoi, attention, je supprime un commentaire. Et ici, on pourra intervenir, si on veut, avec notre plugin pour déclencher une action à ce moment-là. Je sais pas, quand on supprime un commentaire, envoyer un email au modérateur ou n'importe quoi. C'est entièrement sur les hooks que se basent les plugins. Et donc, comme je le disais, au moment du chargement, on déclenche nos hooks, et à partir de là, on peut tout faire. On peut utiliser WordPress uniquement en framework si on veut, et s'affranchir de tous les thèmes. On peut faire ce qu'on veut. Et c'est ce qu'on va faire. Donc, un petit exemple de hook d'action vite fait. Par exemple, si je veux déposer une méta dans l'entête du site, j'utilise un hook qui s'appelle wp-add, qui est un hook d'action, et dans lequel je peux écrire dans la tête de mon template, voilà, une nouvelle méta. Ça, c'est un hook d'action. Et un hook de filtre, par exemple ici, pour dire, voilà, un extrait, je veux qu'il soit plus court. Ça se modifie comme ça avec la fonction addFilter. Jusqu'ici, vous suivez ? Il y en a peut-être certains d'entre vous qui faisaient déjà ça, mais dans des thèmes. Ouais. Du coup, vous verrez, vous ne serez pas perdu sur le mécanisme des plugins. Un autre exemple de hook de filtre, au moment du template include, c'est-à-dire quand on choisit quel template va être utilisé pour afficher un contenu, on peut dire, en fonction de là où on se trouve, je veux tel template. Et ici, on a besoin d'utiliser ce qu'on appelle des marqueurs, des commentaires conditionnels. Donc il y en a plein, j'ai mis les plus exhaustifs ici, mais vous trouvez la liste complète sur le codex. Et il faut les utiliser parce que quand vous appelez un hook sur une action, des fois ces hooks sont généraux à l'ensemble des templates, à l'ensemble du mécanisme de WordPress, et les commentaires conditionnels vont permettre de dire j'exécute ma fonction que si on est dans tel ou tel cas. Et on peut créer d'ailleurs ses propres marqueurs conditionnels. Ce qui donnerait un hook de filtre par exemple avec commentaires conditionnels. Ici, si on est sur la page portfolio, en fait le template que je vais utiliser, c'est mon portfolio.php. Si j'ai envie de pas du tout utiliser la template hiérarchique. Et bien sûr, on peut faire ça aussi avec plusieurs commentaires conditionnels. Par exemple, ici, si je veux ajouter une petite valeur sur le titre en disant attention, cet article est ancien,
Si il est antérieur à 2016, voilà, je dis si on est bien sur un article, que l'article est vieux et qu'on est dans la boucle, alors le titre, je rajoute une petite valeur. Donc voilà. Je passe assez rapidement sur le fonctionnement des hooks, mais si vous avez tous déjà un petit peu touché. Et en dehors des commentaires conditionnels, bien sûr, on peut aussi utiliser les valeurs qui sont envoyées par les hooks. Par exemple, ici, le hook d'activité de plugin, il renvoie en paramètre le nom du plugin qui a été désactivé. Donc je peux faire un test là-dessus, dire voilà, si tel plugin a été désactivé alors qu'il fallait surtout pas y toucher, envoyez-moi un mail pour que je prévienne le client. Voilà, maintenant qu'on voit à peu près comment ça marche les hooks, on va pouvoir déclarer notre propre plugin. Pour déclarer un plugin, c'est tout simple, c'est hyper simple. On crée un répertoire vide dans WP Content Plugins et dedans on dépose un fichier qui a le même nom. À partir de là, vous avez un plugin. Il fait rien, mais vous avez un plugin. On peut même mettre le fichier à la racine, mais en fait, c'est pas hyper pratique. Il faut mieux un répertoire d'un certain nom et un fichier PHP dedans du même nom. Et ce fichier, ce qui est vachement bien, c'est de commencer avec une en-tête. Vous voyez pas ici, c'est très petit, mais en gros, une en-tête, c'est juste un commentaire PHP, une documentation, qui va dire le nom du plugin et puis plein d'informations facultatives. Quel est le site en rapport avec le plugin, quelle est la description, quelle est la version du plugin, qui est l'auteur, qui sont les contributeurs, le domaine pour les traductions. Donc ces infos-là, vous pouvez les retrouver. Non. Non. Comment dire ce truc? C'est pas sur l'écran? Non, c'est là. Tu sais faire? C'est refusé là? Ouais. Ouais, voilà. Oui. Allez. Merci. Donc pour tout ce qui est documentation en tête, vous trouverez ça pareil sur le codex. Et j'ai mis un petit lien. Donc jusqu'ici, tout est simple. Déclarer un plugin, hyper simple. Tout le monde saura faire. Et de toute façon, quand on passera à la pratique, vous verrez, vous le ferez et vous trouverez ça super simple. Maintenant, avant de se jeter dans le code, quelques petites bonnes pratiques quand vous développerez vos plugins. Toujours développer un plugin avec WP Debug à true. Donc WP Debug, c'est une constante qui se déclare dans le fichier WP config et qui permet d'afficher toutes les erreurs, que ce soit des erreurs fatales, des notices, n'importe quoi, vous aurez les informations. Et c'est hyper important de faire ça parce que sinon vous allez développer en faisant des erreurs et en fait quand vous publierez le plugin, vous l'utiliserez sur un site, ça générera plein d'erreurs dans le fichier de log du site où vous l'aurez installé et c'est pas propre du tout, ça prend de la place, ça sert à rien. Donc toujours développer avec WP Debug à true. Vous pouvez aussi utiliser des plugins pour vous aider à savoir ce que vous faites. Donc il y a toute une suite de plugins qui s'appelle Debug Bar, Debug Bar Kerry, Debug Bar Rewrite Rule. Donc c'est toute une suite de plugins que je vous invite à installer sur votre environnement de développement. Ensuite, toujours penser à la sécurité. Alors, quand vous allez faire un plugin, vous allez chercher à faire une fonctionnalité. Vous, dans votre tête, vous allez coder, vous dire « Ah, ça y est, ça marche ». Sauf qu'en fait, le mieux, c'est d'avoir toujours en tête que la personne qui utilise votre site, elle va s'y prendre comme un pied, elle va essayer d'exploiter des failles, elle va le faire mal, et ça va vous aider à anticiper les problèmes que pourront rencontrer certains de vos utilisateurs. Et d'anticiper tout ce qui est piratage, faille XSS, tous ces trucs-là. Donc toujours avoir ça en tête, utiliser des jetons de sécurité par exemple, des nonces. On verra ça au moment de l'atelier. Autre conseil peut-être de lire tout ce qui est coding standard. Est-ce que vous connaissez les codings standards de WordPress? Vous en avez déjà entendu parler? Non? Alors dans le codex, il y a toute une section dédiée à ça. En fait, c'est la façon de bien écrire du code pour WordPress. Sachant que c'est une norme en fait qu'utilisent tous les développeurs WordPress sur la manière de formater leur code. C'est-à-dire où est-ce qu'on met l'accolade, est-ce qu'on utilise des tables ou des espaces, ce genre de choses. Et en fait, c'est important de respecter ces guidelines parce qu'on s'y retrouve beaucoup plus facilement quand on repasse sur le plugin de quelqu'un d'autre ou quand quelqu'un vous lit votre code. Et de toute façon, si vous voulez publier votre plugin sur le repository un jour et que vous ne respectez pas ça, ils vont vous dire bah non, en fait, ça passe pas les vérifications. Donc vous trouverez ça sur le codex et il y a même des outils qui s'implémentent sur votre IDE et qui vous permettent de tester ça en direct. Ensuite, pensez aussi à ouvrir votre code avec des hooks, c'est-à-dire
nous, on utilise des add actions et des add filters, mais dans vos plugins, des fois, vous aurez aussi peut-être besoin de poser des do actions et des apply filters. En disant, voilà, je crée une fonctionnalité maintenant, mais peut-être que demain, je voudrais étendre mon plugin, et en fait, ces hooks, c'est aussi des portes ouvertes pour vos développements futurs. Je vais vous montrer par exemple un plugin que j'ai fait, qui s'appelle Pastacode. Hop, parce que je le retrouve. Une seconde. Non, c'est apply filter. Voilà, ici par exemple, ça c'est un plugin que j'ai fait, et à cet endroit-là, le fait de faire un apply filters avec un paramètre ici qui est indéfini va permettre de greffer plein d'autres fonctionnalités et de laisser les utilisateurs de ce plugin implémenter leur propre service dans mon plugin. Donc voilà, c'est une porte ouverte au développement au mien et à ceux des autres personnes. Ça évite de tout réécrire mon plugin à chaque fois qu'il y a une mise à jour. À chaque fois que je veux implémenter une nouvelle fonctionnalité, je n'ai pas à repasser sur ça. Ça ne bouge pas. Et bien sûr, lire le code source. Alors j'ai fait une conférence spécialement là-dessus, mais c'est hyper important pour progresser et pour trouver les hooks, parce que là, on sait comment les utiliser, mais pour les trouver, c'est beaucoup plus compliqué. Le truc, c'est quand vous allez développer, si vous, je sais pas, vous touchez à l'API cron, à l'API HTTP, allez lire comment c'est dans le code source, et là, vous trouverez des hooks à utiliser. C'est seulement en lisant le code source. Alors le code source de WordPress, mais aussi le code source des autres plugins. Les plugins que vous aimez bien, ou les plugins qui sont hyper utilisés, type WooCommerce. Si vous faites du e-commerce et que vous voulez développer des plugins pour WooCommerce, il faut aussi lire un petit peu le code source. Donc pas tout d'un coup, hein, c'est beaucoup de fichiers, c'est pas tout intéressant, mais si vous voulez utiliser une fonctionnalité, allez voir comment c'est dans le code source, lisez ce fichier, ça se lit très simplement. Et les fonctions que j'ai notées en fait en tout début, finalement on les connaît peut-être pas toutes, mais au fur et à mesure qu'on va lire du code source, on va les découvrir, on va se les approprier, et ça va nous éviter dans nos développements futurs de réinventer la roue. Tout simplement. Et il y en a plein de fonctions intéressantes. Si vous allez dans le fichier wp-include dans wp-include formatting par exemple, ou la classe wp-query, ou ce genre de fichiers qui sont des gros fichiers de WordPress, il y a plein de fonctions très utiles. Qui sont notées ici. Enfin, pour finir, comment on met en ligne son extension? Donc toi tu sais, les autres ne savent pas. Alors tout à l'heure on a codé l'entête d'un plugin, donc dans le fichier .php. Pour mettre sur le repository, il faut aussi faire la même chose mais dans un fichier readme.txt. Si vous voulez publier sur wordpress.org votre extension, il faut faire ce fichier readme, c'est indispensable, et c'est celui qui va s'afficher sur la page du repository. Il reprend à peu près les mêmes informations, avec des petits trucs en plus, par exemple le lien de donation, la description, le texte domaine ici est hyper important. Si vous notez pas ici, vous ne pourrez pas traduire vos plugins par la suite. La version stable qui est notée ici, c'est pareil, c'est celle qui va dire quelle version de mon plugin les gens vont pouvoir télécharger. Donc voilà, c'est plein d'informations hyper importantes. Ça ressemble à l'entête du plugin PHP, mais c'est différent. C'est pour les utilisateurs et c'est pour le robot de WordPress.org. Donc jusqu'ici tout va bien. Après on soumet ce plugin à la lecture, c'est-à-dire qu'on va sur WordPress.org, on se crée un compte, on va sur une page, la page des plugins, on peut s'indiquer ajouter mon propre plugin. Ici vous uploadez votre archive du fichier, et à partir de là, les 10 relecteurs de WordPress.org vont, là je crois que c'était le 446e en ligne cet après-midi. Donc voilà, ils ont 440 plugins à analyser, traiter, expérimenter dans l'ordre. Donc ça prend un peu de temps. Voilà, il faut attendre un peu. On attend. Et au bout de... Non, ça peut prendre entre 4 jours et 2-3 semaines.
on reçoit des accès à un dépôt SVN. Est-ce qu'il y en a qui connaissent SVN? Oui, les gens qui, voilà, ils n'ont pas un grand sourire. Ouais, en fait, vous connaissez plus Git, SVN, c'est un peu la même chose, c'est un outil de versionnement, mais qui a un petit peu moins évolué, et à l'origine WordPress est basé là-dessus. Et le répertoire des extensions marche encore avec SVN, même s'il y a des clones sur Git. Donc vous allez recevoir des accès, et vous allez essayer de comprendre comment ça marche. Donc il y a un peu moins d'interface pour utiliser SVN. Par exemple sur Mac, c'est soit des outils payants, soit des lignes de commande. Mais il y a une documentation qui est plutôt bien faite sur la page où on dépose son plugin. Et donc ils vous expliqueront comment faire pour le mettre en ligne. À partir de là, il apparaîtra sur WordPress.org. Et maintenant, c'est un peu le moment d'expérimenter cette brève partie théorique. J'ai conscience que c'est pas hyper approfondi, mais pour faire des plugins, savoir comment les faire, il faut essayer d'en faire. Et du coup, on a préparé quelques plugins ce soir. Donc 5 plugins qu'on va essayer de refaire ensemble. Donc on va faire des petits ateliers, on va dispatcher un petit peu, on va faire des petites tables, et à chaque table, vous pourrez rejoindre un expert qui va vous expliquer comment redévelopper chacun de ces plugins. Donc au choix, on pourra coder ce soir un plugin qui va faire un shortcode de conversion de devise monétaire. Comment, voilà, je fais un petit shortcode pour que dans mon éditeur, je puisse convertir automatiquement des euros en dollars ou en yens ou en ce qu'on veut. Il y aura un plugin qui permettra de générer automatiquement des sommaires d'articles. Donc ça va permettre d'appréhender un peu tout ce qui est manipulation de contenu dans WordPress. Un plugin qui va permettre de faire une sorte de store locator, c'est-à-dire une grosse carte géographique sur laquelle on peut mettre des pins, enfin des points d'intérêt. On va pouvoir recoder ça ensemble. Pour les plus hardis, on pourra faire un espace membre si vous voulez. Comment permettre à un utilisateur d'éditer son profil en front office, donc se créer un compte ou se connecter, et après d'éditer son profil. Donc ça permet après de pouvoir proposer du contenu privé par exemple à ses utilisateurs. Et enfin, en dernier, on verra un plugin d'import de tweets. Donc ça c'est pareil, c'est pour les gens qui ont envie de creuser vachement le sujet. Là, c'est tout ce qui est API d'insertion de contenu, mise à jour de contenu dans WordPress à partir d'une API externe. Donc voilà, on va pouvoir attaquer cette partie. C'est tout. Vous avez des questions théoriques avant d'attaquer la pratique? C'est pas théorique. En fait, je voulais savoir si tu avais du retour d'expérience. Il y a un truc que je trouve super chiant quand on fait des plugins, c'est les barres tifo possible, c'est le panneau d'admin en fait. C'est les options de réglage du truc. Donc souvent, moi je m'appuie sur des boilerplates en fait, des plugins, des squelettes de plugins. Savoir si ça va être du retour d'expérience là-dessus, bien, pas bien. Moi j'utilise encore la setting API, donc l'API native de WordPress, parce que quand je crée des plugins et que je les mets sur le dépôt, en fait, je veux qu'ils soient entièrement indépendants, dépendants de n'importe quel framework. Donc c'est vrai, il faut un peu se casser la tête, ou alors il faut construire des fonctions, des helpers on appelle ça. Il y a des fonctions qui vont permettre de générer un petit peu plus rapidement tous ces panneaux de réglage. Et ça, je crois qu'on y touche un petit peu dans l'espace membre, mais très vite fait. La setting API, on l'abordera un petit peu dans ce plugin-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions un peu théoriques? Vous le sentez tous, c'est bon? Ok. Bon, on n'a plus qu'à faire des tables. Ça marche? Yep. C'est fini, regardez plus. En fait, je sais pas quel est le périmètre en fait, de ce que tu attends, parce que je sais pas combien de temps on dispose. On va refaire ça en 1 heure. Alors franchement, c'est des plugins qui sont au max, ça fait 200 lignes de code. C'est très synthétique avec la documentation. Très documenté. C'est des trucs conçus pour des développeurs débutants avec des niveaux différents. C'est classé par niveau. Donc si vous n'êtes pas trop à l'aise sur du développement, attaquez plutôt les shortcodes de conversion de devise. Apprendre à faire des shortcodes, c'est un truc simple, c'est un truc intéressant et ça vous servira dans vos développements ou dans les sites que vous allez faire. Et là, c'est plus vraiment pour apprendre à manipuler du WordPress. Donc ça sera un peu plus compliqué, mais à la fin, on fera dans 1 heure, 1 heure et demie, on a 5 plugins fonctionnels. Ok, mais comment je comprends pas bien. Je les ai créés ces plugins. Alors j'ai écrit les bases. Déjà. J'ai écrit 5 bases de plugins avec de la documentation. J'ai mis ce code là sur un Bitbucket, je l'ai passé
il y a qui fait senior? À 4 personnes plus moi. Et on va le refaire ensemble. C'est-à-dire qu'on vous montre les fonctionnalités. Elles sont en place sur un site. Hop. Je vous montre ici, puis on regardera tout à l'heure. Hop. Demo map. Importeur de tweets. Profil membre. Shortcode de conversion de devise. Sommaire d'article. Je les ai créés, c'est fonctionnel. On pourra lire le code ensemble. Et le truc, c'est qu'on va essayer quand même de le recoder un peu de A à Z. Pour voir, voir comment ça fonctionne. L'idée, c'est de découvrir les API de WordPress et de savoir après comment on code un plugin. Donc là, c'est activé. Et si je vais là, par exemple, j'ai maintenant un shortcode de conversion de devise, voilà, qui est capable de transcrire des euros en yens, des dollars en euros. On a un espace profil qui permet de mettre à jour son compte, un navigateur locator, la liste de tweets qu'on apporte automatiquement, et puis une petite page avec un sommaire. Donc tous les plugins sont déjà créés en fait. On pourra regarder l'administration ensemble, et puis même après, pourquoi pas les pousser un petit peu plus loin que ce que j'ai prévu si on a le temps, ce qui est tout à fait envisageable. Ouais. La page de sommaire, ça m'intéresse, mais multi-site, pourquoi pas? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Ici, on est uniquement sur la manipulation du post-content et de the content pour le sommaire. Parce que j'ai pas trouvé de plugin vraiment bien fait. Tu vas pouvoir le faire toi-même. Simple, mais... Et tu vas pouvoir le publier sur le répertoire des extensions. Donc voilà, on se dispatch pour pas perdre trop de temps. Ouais. Dites, vous faites quoi comme plugin? Sommaire avec Simon. Shortcode, devise. Je fais partie sur la carte. Tu fais quoi toi? Alors il restait soit le Twitter, soit l'espace membre. T'es plus à l'aise sur l'import manipulation de données dans WordPress?